Depuis plusieurs jours, la ville vibrait d'une tension sourde. Les marchés, les carrefours, les mosquées, les maquis, tous murmuraient un même mot que personne n'osait prononcer à voix haute. Coup. Ce n'était pas un murmure ordinaire. C'était un souffle froid, porté par des regards fuyants, des téléphones qui s'éteignaient trop vite, des hommes en uniforme plus nerveux que d'habitude. Et au centre de ce cyclone silencieux, un seul homme restait impassible, le capitaine Ibrahim Traoré. Assis dans une salle sans luxe, le jeune président balayait du regard les documents posés devant lui. Des photos satellites, des écoutes téléphoniques, des rapports d'infiltration. Tout indiquait la même chose. Une opération massive était en préparation. Mais il manquait une pièce. Une seule. Le visage. L'homme derrière les hommes. Celui que personne ne nommait, même dans les rapports les plus confidentiels. Les rumeurs parlaient d'un stratège venu de l'Est, un ancien haut gradé disparu des radars depuis des années, réputé pour avoir été un expert du sabotage pendant les guerres civiles régionales. Un fantôme. Mais pour Traoré, ce n'était pas une rumeur. C'était une intuition. Et il savait écouter ses intuitions. La veille au soir, il avait convoqué son cercle rapproché. Pas dans un bureau officiel, mais dans une maison abandonnée du quartier Wemtanga. Autour de lui, 5 hommes et une femme. Des officiers triés sur le volet, dont certains étaient là depuis les premières heures de la Révolution. Sur la table, une carte. Des lignes tracées en rouge, des flèches, des points d'interrogation. Ils ne veulent plus juste semer le chaos, dit-il calmement. Ils veulent imposer leur ordre. Et ce que nous voyons n'est que la surface. Il marqua une pause, puis ajouta, « Il est temps de frapper dans l'ombre. » Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, dans une villa discrète sur les hauteurs d'Abidjan, un homme dont le nom ne figurait sur aucun fichier officiel donnait ses derniers ordres. Il n'avait pas d'accent, pas de réseau social, pas de photos. Mais il avait une voix calme, froide, précise. Et il parlait comme un homme qui savait que personne n'oserait lui dire non. Devant lui, 2 téléphones satellitaires, un écran avec les plans de la capitale burkinabé, et une liste de noms. Il en raya un avec lenteur. « Trop loyal à Traoré », murmura-t-il. Puis il fit un appel. Une voix tremblante répondit, « Oui, monsieur. » Il répondit, « Tu pars demain. Et tu sais ce que tu dois faire. » Puis il raccrocha. Traoré, lui, ne dormait plus depuis 3 nuits. Son instinct lui disait que l'ennemi s'était rapproché. Trop vite. Un réseau de communication alternatif avait été mis en place. Pas de téléphone, pas d'internet. Des messagers à moto, déguisés en livreurs ou en commerçants. Des mots codés. Il utilisait les vieilles méthodes, celles que les puissances modernes méprisaient, mais qui avaient gardé leur efficacité dans les zones grises du pouvoir africain. C'est par ce réseau qu'il reçut une information inattendue. Un ancien douanier, aujourd'hui vendeur de pièces détachées, avait intercepté une conversation dans un garage de Bobo-Dioulasso. Des mots-clés. Le corbeau arrive. Le signal, c'est le feu sur l'antenne. Le capitaine doit tomber sans bruit. Ces phrases, prononcées à la hâte par des hommes en voiture diplomatique, changèrent tout. Le corbeau. Ce nom apparaissait parfois dans les archives secrètes, jamais lié à une image. Mais toujours à des actes sanglants. Traoré n'hésita pas. Il convoqua un conseil restreint, cette fois dans un hangar désaffecté près de l'aéroport militaire. Il ordonna l'exfiltration discrète de plusieurs suspects, mais surtout, la mise en place d'un leurre. Pendant qu'on parlait d'un putsch en préparation dans le nord, ces hommes surveillaient le sud, la zone frontalière avec le Ghana, où plusieurs convois suspects avaient été repérés. La stratégie était simple, faire croire qu'il était sur la défensive, pendant qu'il resserrait son piège. C'est dans ce contexte que fut arrêtée une jeune journaliste étrangère, officiellement venue pour faire un reportage sur les transitions démocratiques en Afrique de l'Ouest. Son matériel, pourtant, racontait une autre histoire. Des cartes de la ville, des enregistrements codés, et surtout, un carnet contenant des rendez-vous secrets avec des sources militaires. Elle ne parla pas. Pas un mot. Mais elle avait laissé une trace. Une clé USB cachée dans son appareil photo. Et cette clé contenait un nom. Un seul. Codé, mais reconnu immédiatement par l'un des officiers cyber, KZ. Le nom de guerre du corbeau. Le lendemain, Traoré convoqua discrètement son ministre de la Défense. L'homme, loyal mais prudent, écouta sans broncher. Nous allons le capturer. Mais sans bruit.
Il ne doit pas savoir qu'on l'a reconnu. Le plan fut lancé à minuit. Une opération noire, menée par une unité sans insigne, infiltrée dans un village au bord du fleuve. Un homme y avait été signalé. Discret, riche, mais avec une étrange obsession. Il ne parlait jamais la langue locale. Il se faisait appeler Monsieur Karim. Il changeait souvent de logement. Il avait payé pour que personne ne le photographie. Ce fut dans une nuit sans lune que le piège se referma. Les hommes de Traoré, déguisés en bandits de grand chemin, pénétrèrent dans la maison sans faire de bruit. Aucune balle tirée. Juste un cri étouffé. Et une silhouette emmenée dans une camionnette banalisée. Destination, inconnue. Le lendemain, la ville se réveilla sans rien savoir. Les radios parlaient du carburant, des matchs de foot, de la chaleur accablante. Mais dans un lieu tenu secret, Ibrahim Traoré entra dans une pièce froide. Devant lui, menotté, silencieux, l'homme qu'il cherchait depuis des mois. Le corbeau. Le deuxième homme derrière le coup. Celui qui avait tout coordonné. Qui n'apparaissait jamais. Celui que même les généraux étrangers craignaient. Traoré ne dit rien. Pas tout de suite. Il s'assit. Le regarda. Longtemps. Puis, calmement, il prononça. C'est fini. Tu es tombé dans ton propre piège. Et personne ne viendra te chercher. Le corbeau sourit. Un sourire froid. Et répondit. Tu ne comprends pas, capitaine. Je suis juste le deuxième homme. Celui que tu cherches vraiment, est déjà près de toi. Le silence qui suivit résonna comme une bombe. Et pour la première fois depuis longtemps, Ibrahim Traoré sentit le sol trembler sous ses pieds. Le silence dans la pièce semblait plus lourd que le béton. Ibrahim Traoré fixait l'homme menotté en face de lui, le fameux corbeau. Il n'avait pas besoin d'aveu. Tout dans cette arrestation parlait pour lui, les preuves, les enregistrements, les communications interceptées. Mais c'était cette dernière phrase qui lui rongeait l'esprit, comme une écharde sous la peau. Celui que tu cherches vraiment est déjà près de toi. Le capitaine se leva lentement. Aucun mot. Aucun mouvement brusque. Il savait qu'un homme comme celui-là ne mentait pas pour provoquer. Non, s'il avait dit cela, c'est qu'il croyait chaque syllabe. Il sortit de la pièce sans se retourner. À l'extérieur, ses hommes attendaient, armés, tendus. Il leur fit un signe. Aucune communication. Personne ne doit savoir qu'on l'a. L'unité d'élite dispersa aussitôt. Le corbeau allait être gardé dans une cellule spécialement construite dans un ancien poste de commandement désaffecté, hors des radars. Mais la vraie mission commençait à peine. De retour dans son quartier général, Ibrahim convoqua une seule personne, le colonel Y accent aigu. L'un des plus anciens. Un frère d'armes. L'un de ceux qui l'avaient soutenu lors de la chute du régime précédent. Loyal. Solide. Inflexible. Et pourtant, un doute naquit en lui. Pas à cause d'un fait précis. Non. À cause d'un mot. Un regard. Ou plutôt, une absence de regard, depuis quelques semaines. Comme si Y accent aigu fuyait quelque chose. Tu étais à Bobo il y a 2 semaines. Demanda Traoré sans détour. Le colonel le fixa, surpris. Non. J'étais à Gaoua, pour superviser les bataillons. Mais la réponse était trop rapide. Préparé. Ibrahim n'insista pas. Pas encore. Il devait être sûr. Absolument sûr. Ce soir-là, il fit venir un homme de l'ombre. Un certain Nambay. Ancien espion pour une puissance étrangère, reconverti en informateur indépendant. Un homme à la loyauté achetable, mais au silence garanti. Surveille tout le haut commandement. Écoute. Trajet. Mouvement bancaire. Contacts étrangers. Je veux tout. Nambay avait coché la tête. Il savait que quand le capitaine parlait sur ce ton, le silence était plus rentable que les questions. Pendant ce temps, dans la cellule secrète, le corbeau refusait toujours de parler. Ni sous pression. Ni sous menace. Ni sous manipulation psychologique. Un homme d'une discipline rare. Mais ce n'était pas son silence qui inquiétait le capitaine. C'était son calme. Comme s'il savait que tout cela ne changerait rien. Comme s'il attendait. Et il attendait, en effet. À Abidjan, une diplomate européenne rencontra discrètement un homme dans un hôtel du plateau. Elle avait un message codé. Transmis par un canal oublié. Et une question. Que fait-on s'il a été capturé?
L'homme en face d'elle, vêtu simplement, soupira. On enclenche l'étape suivante. Il tendit une clé USB. Donne ça à ton contact. Dans 48 heures, le bruit couvrira tout. Le monde va croire que Traoré torture ses opposants. On créera la crise avant qu'il ne dise un mot. Au Burkina, Traoré suivait les fils, un à un. Les comptes bancaires du colonel Y montraient des transferts étranges. Petits, mais réguliers. Via des comptes écrans. Et surtout, un appel, il y a 3 jours, avec un numéro ivoirien crypté. Nambay le confirma. C'était l'un des relais utilisés par le Corbeau avant son arrestation. La rage monta en lui, mais il ne laissa rien paraître. Il devait piéger le vrai traître. Le dévoiler devant ses pairs. Pas l'accuser sans preuve. Pas avec les émotions. Alors il prépara une réunion spéciale. Un huis clos. Tous les membres du conseil militaire furent convoqués. Dans une base. Sans réseau. Sans armes. Il fit entrer l'enregistrement audio de l'appel suspect. Puis il lança, l'homme au bout du fil est parmi nous. Mais je ne vais pas l'arrêter aujourd'hui. Parce que je veux qu'il sache, que je le regarde. Un silence mortel s'installa. Ne dit rien. Aucun muscle de son visage ne bougea. Mais un officier, un jeune commandant, détourna les yeux. Et c'est lui que Traoré visa désormais. Cette nuit-là, l'officier fut suivi. Il ne rentra pas chez lui. Il fit un détour par un entrepôt vide. Y rencontra un homme. Échange de dossiers. Paroles rapides. Caméra thermique, drone, surveillance totale. Quand il repartit, les hommes de Traoré intervinrent. Discrètement. Et dans le coffre du contact arrêté, une chose inattendue, un enregistrement du Corbeau. Un message préenregistré. Avec une date. Et un nom. Y. C'était la preuve. Le colonel avait menti. Mais pourquoi? Pour qui? Était-il le vrai cerveau? Ou juste un pion, manipulé? Traoré convoqua Y. à l'aube. Dans une salle vide. Aucun garde. Juste 2. Il lui posa la question une seule fois. Pourquoi? Le colonel fixa le mur. Longtemps. Puis il dit. Parce que tu crois que tu peux changer ce système de l'intérieur. Mais ce système ne change pas. Il dévore. Et là, tout changea. Car Traoré comprit que Y. ne trahissait pas pour l'argent. Ni pour le pouvoir. Il trahissait. Parce qu'il avait perdu espoir. Il lui tendit l'enregistrement. Tu étais prêt à m'abattre. Y. hocha la tête. Oui. Parce que tu crois encore que tu peux gagner. Traoré se leva. Peut-être. Mais tant que je respire, je combattrai. Il sortit. Et dit à ses gardes, il ne doit pas être tué. Il doit vivre. Pour témoigner. Mais à peine le colonel fut-il placé en détention, qu'un signal étrange fut intercepté par le réseau cyber. Une balise. Un code de localisation. Quelqu'un, quelque part, venait d'alerter un réseau souterrain. Le Corbeau avait un protocole en cas de capture. Et il avait été déclenché. Le lendemain, une embuscade fut tendue sur un convoi militaire dans le centre-nord. 12 morts. Un message laissé, libère l'ombre. Ou les flammes tomberont sur ta tête. Traoré ne scia pas. Mais il sut que la guerre venait de changer de visage. Et dans sa cellule, le Corbeau sourit, les yeux fermés, comme un homme qui sent que le chaos approche. Et qui s'en nourrit. Les murs de la salle de crise semblaient se rapprocher. Une odeur métallique, presque imperceptible, flottait dans l'air, celle de la peur contenue. Le silence était pesant. Pas un mot, pas un bruit, si ce n'est le crépitement discret de l'écran principal où défilait une carte thermique du pays. Depuis la capture du Corbeau, le Burkina Faso n'était plus dans l'attente du coup, il était devenu le théâtre d'une guerre de l'ombre, où chaque minute comptait, chaque erreur pouvait être fatale. Assis à la tête de la table, Ibrahim Traoré scrutait les visages de ses officiers encore debout. Ils étaient fatigués, tendus, certains portaient la trace des nuits sans sommeil et des responsabilités trop lourdes. Mais tous savaient une chose, l'heure du doute était passée. Ce qu'ils affrontaient n'était plus seulement un coup d'état militaire, c'était une opération hybride, à mi-chemin entre le sabotage, la guerre psychologique et la trahison d'État. Depuis l'arrestation du colonel Y. Plusieurs attaques coordonnées avaient été lancées dans les régions du centre-nord, de l'est et du sud.
Le tout avec une précision telle que même les bases les mieux gardées avaient été infiltrées ou attaquées en périphérie. Aucune revendication. Aucun drapeau. Mais chaque fois, le même message laissé, parfois gravé, parfois chuchoté à une sentinelle survivante, libère l'ombre. Ce matin-là, un rapport du renseignement interne fit trembler tout le QG. Une vidéo, transmise via un serveur sécurisé russe, hébergé brièvement sur un darknet militaire. Dans la vidéo, une vingtaine de soldats burkinabais, enchaînés, filmés de dos. Une voix synthétique, impossible à localiser, lançait un ultimatum. Le compte à rebours a commencé. Le corbeau à 96 heures. Ensuite, vos frontières s'écrouleront de l'intérieur. Traoré regarda la vidéo une fois. Puis une deuxième. Aucun visage, aucun bruit d'environnement. Mais il comprit. Ces soldats, il les reconnaissait. Ce n'étaient pas n'importe quels hommes. C'étaient ceux qui avaient été formés dans le plus grand secret, sa garde de l'ombre, ceux qu'il préparait pour les pires scénarios. Comment les avait-il localisés? Et surtout, qui avait trahi leur existence? Le doute, de nouveau, rampa dans son esprit. Il avait enfermé accent aigu O, capturé le corbeau. Et pourtant, l'ennemi continuait d'agir, plus rapide, plus précis. Cela signifiait une seule chose. Un troisième homme. Il y avait un autre cerveau, quelque part, encore plus proche, encore plus habile, qui tirait les ficelles. Il convoqua discrètement un cercle de 3 anciens de la première révolution, des officiers anonymes, sans grade apparent, restés en dehors des structures officielles. Leur mission, croiser tous les fichiers, repérer les mouvements financiers internationaux, observer les déplacements des diplomates. L'un d'eux, un certain capitaine Caboret, lança une hypothèse glaçante. Et si la guerre est déjà finie, président? Et que nous vivons juste l'illusion du contrôle? Traoré ne répondit pas. Il savait que cette pensée l'effleurait chaque nuit. Mais il n'avait pas le luxe d'y céder. Pendant ce temps, dans un bunker clandestin situé sous une vieille bâtisse coloniale, le corbeau recevait la visite d'un homme. Son visage était masqué. Il avait un badge diplomatique, une autorisation signée d'une ONG fictive. Officiellement, il venait inspecter les conditions de détention. En réalité, il apportait une oreillette. Et un message codé. Il est temps. Le corbeau écouta sans réagir. Puis il dit une phrase brève. Plan des variations 2. Et l'homme partit. Ce que ni lui ni Traoré ne savaient, c'est qu'un troisième regard observait tout. Un agent double, inséré dans le réseau même de Nambay, avait intercepté l'ordre et commencé à envoyer des signaux vers une faction étrangère encore non identifiée. C'était la guerre dans la guerre. Le soir même, à Ouagadougou, une explosion secoua un centre de communication. Aucun mort. Mais un message visible sur le mur fumant. Il est déjà trop tard. Ce fut la goutte d'eau. Traoré convoqua une réunion d'urgence avec les chefs de division psychologique, de guerre asymétrique et de cyberdéfense. Il lança un mot que personne n'avait encore osé employer. Contre-coup. Oui, il allait faire croire que le régime était tombé. Organiser une fausse prise de pouvoir, avec de faux communiqués, de faux transferts de troupes, de faux enregistrements. L'ennemi allait sortir de l'ombre pour récupérer ses pions. Le plan fut lancé à minuit. Des rumeurs circulèrent que Traoré avait été blessé. Des comptes Telegram relayèrent de fausses vidéos d'un convoi en fuite. Des généraux fictifs lancèrent des communiqués pirates. Le chaos contrôlé. Pendant 48 heures, tout le pays crut que le pouvoir avait basculé. Et c'est dans ce tumulte qu'un certain homme commit une erreur. Il envoya un message à un numéro satellite, croyant que le QG était tombé. Le message disait « On peut déclencher la phase de récupération. Le président n'est plus. » Et il portait la signature cryptée d'un membre du cabinet civil de la présidence. Quelqu'un très haut placé. Le message fut intercepté par Nambay. Lorsqu'il le remit à Traoré, ce dernier sentit sa gorge se serrer. Le nom du traître était celui d'un homme qu'il connaissait depuis 10 ans. Un homme qu'il appelait frère. Et surtout, l'un des rares à avoir eu accès à l'emplacement de la prison secrète du Corbeau. Alors, Traoré lança la dernière phase. Il ordonna une mise en scène, un faux transfert du Corbeau, orchestré pour paraître chaotique, non protégé, exposé. Comme prévu, l'ennemi attaqua. En grand. Avec des drones, des mercenaires déguisés, des véhicules banalisés. Mais à leur arrivée, ce n'était pas un convoi, c'était une embuscade.
En 20 minutes, l'unité ennemie fut neutralisée. 3 capturés vivants. Et dans la main de l'un d'eux, un badge diplomatique, portant l'empreinte de la même organisation fictive que celle utilisée pour rendre visite au corbeau. Le dernier message de ce chapitre fut transmis à une fréquence secrète, uniquement audible par certains satellites militaires. L'ombre est exposée. Le vrai commanditaire vient d'être identifié. Le prochain à tomber sera celui que tout le monde croit intouchable. Et dans un bureau feutré de Washington, un homme se leva lentement de sa chaise, regarda par la fenêtre, et dit « Le gamin est allé trop loin. Il a vu l'envers du monde. » Le chapitre suivant déciderait de tout. Le vent sec balayait les toits de Ouagadougou, mais dans les souterrains du pouvoir, c'était une tempête silencieuse qui grondait. Ibrahim Traoré, encore vêtu de sa veste tactique, observait les écrans d'un centre de commandement dont l'existence était connue de 5 personnes seulement. Devant lui, des images satellites, des extraits audio, des fragments de conversations interceptés, et surtout, un visage. Celui de Michael Langley, le général américain à la tête du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, apparaissait sur une vidéo confidentielle. On l'y voyait, assis à une table ovale, lors d'une réunion tenue à huis clos dans un bâtiment gouvernemental de Stuttgart, en Allemagne. Les mots qui s'étaient échappés de sa bouche, enregistrés clandestinement par une taupe anonyme, résonnaient comme une déclaration de guerre. Le problème avec ce capitaine, c'est qu'il pense pouvoir nous exclure du jeu. Il a refusé 3 protocoles. Refusé l'accord énergétique. Et maintenant, il arrête nos relais. C'est un virus dans le système. Ces phrases, fuites internes, s'étaient retrouvées entre les mains d'un réseau de renseignements alliés à la résistance panafricaine. Le puzzle se complétait. Le corbeau n'était qu'un exécutant. Le colonel Y accent aigu au, un maillon. Mais celui qui tirait les ficelles dans l'ombre, celui que l'on n'avait jamais osé nommer, c'était bien l'anglais. Ce nom, Ibrahim le connaissait. Ils s'étaient rencontrés une fois, lors d'une visite officielle, à Accra. L'anglais avait alors tendu la main avec un sourire froid, parlant de sécurité régionale et de coopération antiterroriste. Mais Traoré avait vu plus loin. Il avait vu le regard d'un homme qui ne considérait pas l'Afrique comme un partenaire, mais comme une zone à stabiliser, pour des intérêts supérieurs. Alors maintenant, il fallait choisir. Soit exposer publiquement le lien entre l'anglais et le coup d'État manqué, ce qui provoquerait un choc diplomatique sans précédent, soit frapper en silence, à sa manière. Ce fut la deuxième option qu'il choisit. Il convoqua dans la nuit un cercle restreint composé de spécialistes en cyberguerre, d'anciens officiers russes et iraniens sympathisants, et d'un informaticien ivoirien de génie surnommé le Sage. Leur mission, infiltrer les réseaux de communication non officiels de l'AFRICOM en Afrique de l'Ouest, et y disséminer un faux plan de frappe simulant une réorganisation militaire de Washington, ciblant spécifiquement le Burkina Faso. L'idée était simple, faire croire à l'anglais que ses propres services étaient en train de se retourner contre lui, et le pousser à sortir du bois, à donner un ordre irréversible, irréfléchi. L'opération fut nommée Mamba silencieux. Mais pendant ce temps, l'ennemi n'était pas resté inactif. Une taupe, présente dans le cercle rapproché du capitaine, avertit l'anglais de mouvements suspects. Et la réponse américaine fut brutale. 2 drones MQ-9 Reaper, en provenance du Niger, violèrent l'espace aérien burkinabé, survolant des zones dites inhabitées, mais connues pour abriter des dépôts stratégiques. Ibrahim ordonna de ne pas riposter. Pas encore. Il voulait que les Américains se sentent intouchables. Jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Mais ce jeu d'ombre et de feu prenait un prix, le peuple. Partout dans le pays, des rumeurs circulaient. Le pouvoir serait infiltré. Traoré manipulé. Certains disaient qu'il avait été remplacé. D'autres que le vrai président vivait caché dans un bunker. Des chaînes étrangères multipliaient les fake news, des montages absurdes, des images déformées. Traoré comprit qu'il fallait frapper un grand coup. Alors il décida de parler au peuple. Dans un discours sans filtre, sans prompteur, il parla de l'ingérence. Du combat silencieux. Du prix de la souveraineté. Il ne donna pas de nom, mais ces mots étaient des flèches. Et l'un de ces mots fit frissonner les chancelleries occidentales. Nous savons maintenant d'où est venu le poison. Et nous ne reculerons pas. Ce mot, poison. Il faisait référence à une tentative d'empoisonnement déjouée quelques semaines plus tôt, lorsque le capitaine avait échappé de justesse à une substance placée dans un thé servi par un traître infiltré à la présidence. L'enquête interne l'avait confirmé.
La molécule venait d'un laboratoire militaire américain ayant travaillé dans le cadre de la guerre en Afghanistan. Dans les heures qui suivirent le discours, plusieurs pays demandèrent des explications à Washington. L'Anglais, acculé, envoya un message personnel à Ibrahim Traoré. « Tu as traversé la ligne. Tu ne pourras pas revenir. » Mais la réponse fut encore plus cinglante. Transmise par l'un des réseaux pirates activés par le SAGE. « J'étais né de l'autre côté de cette ligne. » Dans la foulée, le capitaine Traoré lança l'opération Œil du Sud. En collaboration avec des services d'autres nations africaines, il fit diffuser à travers plus de 40 plateformes clandestines un dossier nommé Dossier Ketou, contenant preuves, enregistrements et témoignages démontrant que plusieurs coups d'État récents en Afrique avaient été favorisés ou pilotés à distance par des relais appartenant au cercle de l'Anglais. Le dossier se propagea comme une traînée de poudre. Sénégal, Tchad, Guinée, Niger. Des généraux commencèrent à s'interroger. Des journalistes africains exilés reprirent les documents. Et même certains membres du Congrès américain exigèrent des explications à l'état-major. L'Anglais, désormais dos au mur, activa une carte qu'il n'avait pas encore jouée, le chaos économique. Dans les heures qui suivirent, plusieurs entreprises de paiement bloquèrent les transferts vers le Burkina. Des sanctions déguisées furent imposées via des circuits économiques. Des ONG furent retirées pour raisons de sécurité. Le pays sombrait lentement dans une pression invisible. Mais c'était sans compter sur la réponse finale du capitaine. Il fit réunir, en toute discrétion, plusieurs chefs de mouvements indépendantistes et souverainistes africains. Ils signèrent à Koudougou un pacte que personne ne vit venir, l'Alliance des Nations debout. Une entente économique et sécuritaire, en marge des institutions traditionnelles. Un acte de guerre symbolique. Mais lourd de conséquences. Et c'est à cet instant précis que la CIA intercepta un message émis depuis le Burkina, vers une base secrète en Europe. Ce message contenait une information inédite. Le nom du deuxième homme derrière le coup. Il ne s'agissait pas d'un militaire, mais d'un civil. Un financier international. Proche de certains cercles de l'Anglais. Le genre de personnage dont le visage n'apparaît jamais sur les écrans, mais dont la signature fait basculer des pays. Le 5e chapitre s'ouvrirait donc sur une chasse. Une traque finale. Entre continents. Entre masques. Car le dernier ennemi n'avait encore jamais été vu. Et cette fois, la guerre ne serait plus souterraine.